Une fois que l'instruction à l'audience est terminée, et le président prononcera même une phrase en disant que l'instruction à l'audience est clôturée, le code de procédure pénale prévoit un moment de plaidoirie. Donc les plaidoiries, c'est le moment où les avocats viendront à la barre pour les parties civiles parler de leurs clients, venir au soutien de l'accusation, ça c'est quelque chose aussi qui est possible en matière d'assises. Et côté défense, même chose, c'est le moment où ils vont essayer de développer les arguments, soit pour démontrer que leur client n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés, soit parler de sa personnalité et peut-être tenter d'expliquer certains comportements, certains faits, etc. Partie civile, un podcast Life for Paris. Ce podcast est dédié aux victimes qui ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015, à ceux qui ne pourront pas voir ce procès. Épisode 8. Réquisition, plaidoirie, verdict et appel. Première partie. Le 8 septembre 2021 débutait le procès des attentats du 13 novembre 2015. 125 jours d'audience auront été nécessaires pour arriver au temps des plaidoiries et des réquisitions, dernier moment avant le délibéré et son verdict attendu de tous, parties civiles, avocats, magistrats, journalistes, citoyens et bien entendu, les premiers concernés, les accusés. Mais comment cela se passe concrètement ? Quelle est cette dernière étape ? Est-ce vraiment la fin ou le début d'autre chose ? Le temps de l'instruction à l'audience, c'est l'oralité des débats. Durant des mois, nous avons vu défiler et écouter un grand nombre d'intervenants. Des experts, des enquêteurs, magistrats, politiques, médecins, psychiatres, psychologues, sociologues, chercheurs, policiers, témoins, qui ont répondu aux questions de la cour d'assises spécialement composée, mais aussi aux avocats généraux, c'est-à-dire le parquet, ainsi qu'aux avocats des parties civiles et de la défense, afin de respecter, bien entendu, le contradictoire. Évidemment, les parties civiles sont venues témoigner de l'horreur de cette soirée, de ses conséquences terribles, qui continuent de résonner en nous, mais aussi de cette force qui nous lie, nous inspire, nous aide à ne pas se sentir seuls et on l'espère vivre des jours meilleurs. Et puis nous avons écouté les accusés, quand ceux-ci voulaient bien prendre la parole. Plusieurs fois ils ont été interrogés, on a abordé leur personnalité, le CV, enfance, études, emploi, amitié, amour, éventuellement casier judiciaire quand il y en avait un, leur rapport à la religion, le parcours syrien pour ceux qui y sont allés, leur emploi du temps l'année précédant les événements, puis jusqu'au 13 novembre, et après. Comme l'a souligné en introduction de cet épisode Julien Quéré, conseiller à la Cour d'appel de Paris, une fois que l'instruction de l'audience est clôturée, place aux plaidoiries. Mais avant cela, le président de la Cour doit donner lecture des questions qui seront posées à la Cour au moment du délibéré, comme nous l'explique un autre Julien, maître d'Andurin, mon avocat, qui me représente avec maître Jean-Marc Delas. Bonjour, Julien Andurin, je suis avocat dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015 d'un certain nombre de parties civiles ainsi que de l'association Life for Paris. Juste avant les plaidoiries, le président devrait en fait lire la liste de questions qu'il posera à la cour avant de rentrer en délibéré, et c'est notamment à ce moment-là qu'il peut dire s'il décide de mettre dans les débats des questions subsidiaires, notamment s'il envisage des requalifications sur certaines qualifications qui sont prévues dans l'arrêt de mise en accusation et qu'il envisage de les modifier, ou alors si d'autres parties souhaitent éventuellement poser d'autres questions que celles qui découlent de l'arrêt de mise en accusation, c'est à ce moment-là qu'il faut le demander au président aussi. Concrètement, cela veut dire qu'avant la clôture de l'instruction du dossier, et donc le début des plaidoiries et réquisitions, le président peut proposer des changements pour certaines infractions parce qu'il pense que tel ou tel accusé pourrait être impliqué à la hausse ou à la baisse. Par exemple, poser la question: est-ce que la qualification ne serait pas plutôt association de malfaiteurs à la place d'association de malfaiteurs terroristes ? Bien entendu, cela a aussi un impact sur la peine encourue. Ces questions peuvent être soumises par les différentes parties au président qui décidera ensuite de les ajouter ou non au délibéré. Comme toujours, il faut permettre le contradictoire et donc à chaque partie d'en discuter avant cette fameuse clôture des débats. Une fois cette étape passée, l'instruction close, qui en premier prendra la parole et développera ses arguments ? La défense, les parties civiles, les avocats généraux ? C'est Julien Quéré qui répond pour nous à cette question. Je suis Julien Quéré, je suis conseiller à la Cour d'appel de Paris depuis 2 ans et demi, au cabinet du Premier Président, avec un portefeuille de missions assez large, mais je m'occupe grosso modo du pénal, et notamment du suivi des assises et du contentieux criminalité organisée et terrorisme. Et dans ce cadre-là, ma mission principale, c'était d'organiser et de préparer
le procès des attentats du 13 novembre 2015. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'il était utile de mettre un peu d'huile dans les rouages et donc je suis le procès au quotidien pour le Premier président. Il y a une tradition qui existe depuis un moment, c'est les parties civiles d'abord, le ministère public ensuite et la défense à la fin. En fait, ça c'est prévu dans le code de procédure pénale, mais uniquement au moment des plaidoiries, où là il y a un ordre qui est préétabli. Il faut savoir que même cet ordre pour les plaidoiries, il n'est pas prescrit, ce qu'on dit prescrit à peine de nullité. Donc le président pourrait changer l'ordre. Le seul élément qui est prescrit à peine de nullité, c'est qu'il faut que l'accusé, et ou son conseil, ait la parole en dernier. Sur le procès du 13 novembre, pour d'innombrables raisons, a été décidé d'inverser le rôle des questions qui était assez traditionnel pendant l'instruction des débats. En revanche, le président ne touchera pas à l'ordre de plaidoirie, comme je vous l'ai dit, qui est prévu dans le code. Et donc on va bien commencer, une fois l'instruction terminée, par les plaidoiries des avocats de partie civile, puis le ministère public, donc le parquet national antiterroriste en l'espèce, et ensuite les avocats de la défense. On a donc compris que les avocats des parties civiles ouvriront l'exercice de la plaidoirie. À noter d'ailleurs qu'une partie civile qui ne serait pas représentée par un avocat pourrait venir à la barre. Puis, c'est les avocats généraux qui feront leur réquisitoire, et enfin les avocats de la défense argumenteront contre leur réquisitoire pour défendre leur client accusé et présumé innocent. Maître Nandurin, sans rien dévoiler car on ne sait pas réellement ce qui va se passer, nous donne un aperçu de ce que pourrait être ce moment important du procès, qui compte plus de 350 avocats. Pour ce qui est des parties civiles, les avocats plaideront pas tous. De ce que j'ai compris, il y aura des plaidoiries coordonnées sur les 5 premiers jours avec à peu près 90 avocats qui sont mis d'accord sur une liste de thématiques sur lesquelles plaider, qui se sont répartis les rôles, et il y a à peu près, je crois en l'état, 70 avocats qui ont décidé de plaider en individuel, on va dire. Donc plus, je pense, sur mandat spécifique de leurs clients pour dire quelque chose en particulier pour les parties civiles qu'ils représentent, soit sur un point spécifique. Je sais que nous, on a eu une demande particulière. Après, là, c'est vrai que c'est très particulier devant une cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, puisque normalement, la place qu'on a, c'est pas de se substituer ou de faire doublon avec le parquet sur ce qu'on appelle l'action publique, sur l'accusation. C'est plus sur la partie qu'on appelle techniquement intérêt civil, donc la partie réparation. Et là, on n'a pas ça, parce qu'il n'y a pas de compétence de la cour d'assises spécialement composée sur cette question-là. Ce sera renvoyé à une autre juridiction qui a été créée pour ça, donc le JIVAT. Pour le ministère public, ce sera l'occasion en 3 jours de faire une synthèse de l'accusation avec plus de lisibilité pour nous remémorer ce qu'on a vu sur 9 mois, mais on a pu tous un peu s'éparpiller, donc ce qu'on a acquis comme connaissance. Et quid de la défense, me direz-vous? Si les deux Julien n'en ont pas parlé, c'est tout simplement qu'ils ne peuvent pas en dire plus. La stratégie mise en place appartient aux avocats de la défense. Elle sera certainement différente selon les accusés. On peut imaginer que pour chaque accusé, suivant le nombre d'avocats qui le représentent, il y aura des thèmes, des axes développés par chacun afin de défendre au mieux leurs clients. Et tout cela, on le découvrira en salle d'audience une fois que les avocats des parties civiles et le parquet auront parlé et laissé la place en dernier aux avocats de la défense. Avant que la cour ne se retire pour délibérer, le président donne un tour de parole aux accusés. C'est le dernier mot des accusés. Ensuite, le débat est clos. L'étape suivante sera le délibéré, puis le verdict. Chaque accusé est poursuivi pour un certain nombre de qualifications, c'est-à-dire la nature de ce qu'on leur reproche, et pour chaque qualification est attribuée une peine. On ne va pas détailler ici l'ensemble des qualifications, mais Julien Quéré nous en dit quand même un peu plus. En fait, les peines encourues, elles dépendent des qualifications qui sont retenues contre chaque accusé. Le document qui rassemble toutes les qualifications, on appelle ça les qualifications juridiques et les qualifications développées. C'est-à-dire qu'on dit, monsieur un tel, on lui reproche d'avoir à tel endroit, sur tel laps de temps, commis telle infraction, et souvent après, on précise un peu les choses en disant en l'espèce, en l'espèce, en l'espèce. Sur les 20 accusés là, de ce procès, concernant les peines encourues, en fait, on peut schématiser, parce que c'est 50 pages de qualification développée, mais on peut schématiser, il y a 3 situations différentes sur les peines encourues. Il y a ceux qui encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ça, c'est valable pour 11 d'entre eux. Donc les 11, c'est, vous savez qu'il y a 6 absents au procès qui font l'objet de mandat d'arrêt. Donc les 6 en question encourent cette peine de réclusion criminelle à perpétuité. Et il y en a encore 5 autres. Pourquoi ils encourent cette peine de réclusion à perpétuité? C'est qu'on leur reproche les faits de complicité. Donc il y a encore plein d'infractions particulières, mais c'est les complicités de meurtre, d'organisé en relation avec une entreprise
terroriste. C'est notamment cette qualification qui emporte cette peine. Ensuite, on en a 7 à qui on reproche des faits de ce qu'on appelle l'AMT criminel, c'est l'association de malfaiteurs terroristes criminels. Donc ceux-là, ils encourent 20 ans de réclusion criminelle. Et en fait, la dernière catégorie, en termes de peine encourue, c'est un accusé qui encourt seulement, c'est un grand mot, mais par rapport à la perpétuité, c'est 6 ans de réclusion criminelle pour les faits de recel de terroristes en lien avec une entreprise terroriste. Donc il y a, pour moi, sur les peines encourues, je ne vous parle pas des qualifications, parce que là, les qualifications, il y en a 5 ou 6 à peu près par accusé, enfin ça dépend. Ça va de la direction d'un groupe terroriste jusqu'au fait de complicité, jusqu'à ce recel de terroristes. Donc les peines encourues, réclusion criminelle à perpétuité, 20 ans de réclusion criminelle et 6 ans de réclusion criminelle pour l'un d'entre eux. Dans l'épisode suivant, nous verrons comment se passe un délibéré et son verdict. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Quelles sont les nombreuses règles qui régissent les peines et de quelle façon elles peuvent s'appliquer ? Et l'appel ? Qui peut faire appel ? Comment cela se passe ? Est-ce que le procès en appel, s'il y a, sera aussi long ? 10 mois ? On se quitte avec un dernier mot de Julien Quéré qui nous rappelle jusqu'à quand on peut se constituer partie civile. Procéduralement, la personne qui souhaite se porter partie civile peut le faire jusqu'à la clôture des débats, c'est-à-dire jusqu'à la fin. En revanche, si c'est pendant le stade des plaidoiries, que ce soit d'autres parties civiles, le ministère public ou les avocats de la défense, forcément, il y aura un droit de réplique. Et donc, on l'a déjà vu sur certains moments du procès, si un avocat de la défense prenait la parole en dernier, si finalement le ministère public revenait pour se lever et dire autre chose, finalement, on redonnait encore la parole. Donc là, après, on repart sur le tour de parole classique. Mais donc, la constitution de partie civile, c'est bien jusqu'à la clôture des débats, au moment, en fait, où la cour va se retirer pour délibérer. Donc, ce sera même après le dernier mot des accusés. Ce podcast est destiné à toutes les victimes de la nuit du 13 novembre 2015, rescapées et proches de victimes, aidants professionnels et non professionnels. Mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de la justice en France et sur la construction de la mémoire après le jugement. Partie civile, un podcast de l'association Life for Paris, écrit et réalisé par Seb Lascou. Cet épisode a pu être réalisé grâce à la participation de Maître Julien Dandurin et Julien Quéré, conseiller chargé de mission à la première présidence de la Cour d'appel de Paris. Interview menée par Cécile Bobil et Seb Lascou. Découpage des interviews, Clara Bobil. Production, Léa Bobil. Chargée de production, Cécile Bobil. Toutes les musiques viennent de la plateforme CDM Music Library.